Quay. C'est comme les canards. Coin, coin. Et je peux commencer depuis notre première journée ici. On a eu vraiment du repos à vous écouter, à vous voir aussi, à écouter. Puis c'était super. J'attendais pas tant de personnes non plus. Et c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau depuis 1 mois et demi qu'on voyage en travers l'Europe. Et mon français est comme ci, comme ça. Et j'écoutais les gens avant moi. C'est magique, les paroles, les mots que je n'ai pas. Mais merci de me prêter votre langue. C'est ma façon aujourd'hui de communiquer. Et oui, je suis un Algonquin. Je suis natif de l'Abitibi-Témiscamingue, dans le nord de Montréal, où il fait beau, il fait froid à ce temps-ci, il y a de la neige. Et on a 4 saisons très, très bien prononcées. Et j'arrive ici en France, c'était l'été indien. J'ai apporté l'été ici. Et on aime bien rire. C'est même si je rentre dans mes souffrances et tout ça. Et ça fait partie de la médecine dans la vie. Le tambour, la musique, des larmes, des cris, des chants. Et ça, c'est mes 4 choses importantes dans ma vie. De me libérer sans mettre aucun blocage, une barrière pour faire couler mes larmes. Ce matin, je voudrais vous dire merci. Des gens très spéciaux ici. Et chez nous, en ce moment ici, on pense beaucoup à eux. Les femmes. Merci les femmes d'être ici. Merci. Sans vous, on ne sera pas ici. Et je remercie toujours ma mère de me donner la chance de vivre avec des gens comme vous. Et je n'avais jamais pensé de vivre la vie comme ça, en voyageant. Et puis, j'étais pas un homme qui parlait beaucoup. Et à ce temps, quand on me donne le micro, ils ont de la misère à m'enlever. Je voudrais commencer par une prière à ma langue. Et vous aussi, vous pouvez vous relaxer aussi. C'est comme un genre de rentrer à l'intérieur de chacun de nous. Et je voudrais vous présenter aussi celle qui m'accompagne, celle que je remercie tous les matins à côté de moi. Et c'est ma femme. Et on est heureux, très heureux. Et on a tous aussi des obstacles dans la vie, hein? Puis on chante. C'est comme Jean-Paul le disait hier, je le fais danser, puis elle oublie tout. Et c'est notre façon de se connecter ensemble, et le plus vite possible, sans attendre demain. Demain, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'on va se réconcilier s'il y a des affaires qui ne marchent pas. Mais des grosses réconciliations, il n'existe plus beaucoup, mais il y a des petits encore qui restent. Alors, elle est, qu'on dit chez nous, une grand-mère. On ne garde pas l'âge. L'âge n'existe pas chez nous. On vit au jour le jour. Demain, c'est ta fête. Aujourd'hui, c'est ma fête. Et on n'a pas d'âge. Et elle est aussi une femme médecine, la future femme qui va devenir, qui va pouvoir voler avec ses propres ailes. Et je suis son professeur. Et, je donne des notes comme tout le monde. Et
suis un peu sévère aussi dans le travail que je fais envers mes étudiants et mes étudiantes. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin des futurs qui vont prendre notre place un jour. Et il y a plusieurs déjà qui sont partis. Et heureusement, j'ai eu la chance de vivre avec ce monde-là. Et c'est pour ça que que je le coiffe sur ma tête. Tous les chefs héréditaires portent le chapeau, les plumes d'aigle. Avant, je portais avec des plumes des oies. Maintenant, c'est des plumes d'aigle. Je porte 33 plumes de plumes d'aigle. Et vous avez 32 plumes devant vous. Et Kokum aussi, elle porte des plumes dans ses mains et aussi des fois sur ses cheveux. Kokum, elle est porteuse aussi de 2 calumets. Depuis 10 ans qu'elle est en formation. Et c'est un des plus vieilles dans mes groupes qui fait partie à chaque formation que je donne. Mais je ne donne pas dans des endroits comme ça, mais je donne dans des endroits où il est ma tente sudation. Je fais suer aussi les gens. Alors, c'est le plus beau moment d'être avec. Moi, je les appelle mes enfants. Et avec mes enfants, ils sont tellement très, très à l'écoute aussi. Ils m'aident beaucoup aussi, étant comme professeur. Alors, je suis le 49e du Canada, le chef héréditaire. Et les autres, c'est lui qui m'a donné mon coiffe sur ma tête. Et quand il s'est levé, je le regardais, puis je pensais qu'il venait de je sais pas, olympique. Il était tellement en forme. Puis il dit, quel âge avez-vous? Il dit, devine. Elle dit, 60. Plus haut. Elle dit, 70. Plus haut. Ah, il dit, 90. Non, plus haut. Elle dit, quand même, il dit, 100. Il dit, non, plus haut. Alors, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas. J'ai dit, je vais vous dire. Il sort sa carte d'identité et c'était marqué son âge, 102 ans. 112 ans. 112 ans. 112 ans. J'ai dit, ça se peut pas. Là, j'ai dit, ça, je vais m'en souvenir. 112 ans. Il dit, un jour, peut-être, c'est moi qui va prendre sa place. Mais il est parti. Alors, je continue sa vie, ses démarches, ses paroles qu'il m'a laissées, et mon père aussi, évidemment. Mon père, c'est un des premiers en médecine qui m'a vraiment amené où je suis aujourd'hui. Et c'était pas fini, son âge. Hein? Il dit, il faut que je te présente ma femme. Et il dit, ma jeune femme. Fait qu'elle amène, ça vient de voir, puis elle me présente sa jeune femme. Elle dit, elle a 102 ans. Imaginez le cercle que j'avais. Et tout de suite, quand ils m'ont remis cette coiffe-là, il dit, maintenant, tu deviens comment on dit, chairman? Non. Chairman, c'est un peu comme le président du conseil d'administration. Le conseil des aînés, des anciens. Alors, depuis ce temps-là, je siège comme président du cercle des anciens. Mais c'est tellement... On rigole, puis il y a tellement de choses à réparer aussi, mais on rigole quand même. Puis, c'est tellement beau où je suis. Et ma douce... Elle chante et j'ai demandé de m'accompagner pour la prière que je vais vous adresser. Et je voudrais dire merci aussi à tous les conférenciers qui ont passé. Ils m'ont nourri beaucoup. Ils m'ont nourri beaucoup. Alors, je pars avec plein de choses dans mon cœur et je vais vous conter un petit peu plus tard ma vie. Miigwech.
Veuillez excuser ma voix. Quand les Européens viennent chez nous au Québec, on dirait que tous les moustiques vont vers eux comme s'ils étaient de beaux fruits exotiques. Eh bien, je pense que nous, on est de beaux fruits exotiques pour les virus de par chez vous. On a été tous les deux très grippés. Donc là, c'est la première fois que je chante depuis le rhume. On va voir ce que ça va donner. Niako huiki. Ieko Mayahi Tishkoyono. Sakikunoko Sakikunoko Ishin Eheshimeno Mako Hotishinan Chinano Koi Tomono Koi Tachi Chinama Haye Kihichinako Hologomaga Haye Mindai Sho Mindaye shoko ye haka tishiketina kantona ya hako. Minoko ata tishitin. Chiko inanano totina makata tishitin. Hakolo tomaga hatishinano. Shinano toko ye chichinata yaka. Hinno toko ni. Ya kohutushina he to ma haye he chi to ya hutu deni dino ota ha kisine te kisine ke ha ko to na chikwa ishina ya hakulu to ma hati sini ke ya kono ma ko o ma sini china ai i haku to na chinano tono ko mo ko e ha hati sini e himenen tagok to jini Eshi wapataman techinoko no kinano tojina ni taya kumoto chishinante yagano miyako tojina omaka yaka hiki yako sano yako snoto yako stanoto Neakostanota. Ah!
Ah, ça fait du bien. Merci pour l'écoute. Et voilà, je suis, comme je disais, je suis parmi les 49 des hommes qui ont été reconnus dans la médecine traditionnelle où je pratique aujourd'hui dans cette direction-là. Soit c'est pas mental, physique. Alors, on a du temps à promener en travers de tout ça, aller voir les gens et tout, parce que quand on est pris dans la maison, on est tellement occupé des gens qui ont besoin des soins. Puis on travaille beaucoup avec aussi des professionnels. Ça, c'est tout nouveau avec les médecins. Alors, vous savez que chez vous, c'est pareil, hein, les hôpitaux sont tous remplis. Une petite grippe, tout le monde s'en va à l'hôpital. Alors, chez nous, on a développé des trucs là pour aider les gens avec des plantes médicinales chez nous. Qu'est-ce que j'ai appris? Et alors, je fais partie dans une famille très nombreuse, très nombreux. Nombreux? Oui, nombreux. Et maman a donné 18 enfants dans la forêt. Je suis un des derniers de cette génération-là qu'on a vécu dans la forêt, comme ancien temps. Et nous sommes des peuples nomades. Et où je me trouve dans le 18, je fais partie dans le 9e, le plus beau, le plus gros. Et alors, j'ai eu la chance de vivre avec les anciens, malgré tout ce que je vais vous conter. Et le plus beau moment dans ma vie, c'est quand je suis venu au monde. Et ça a été aussi une vie qu'on appelle le petit homme. Mon nom, c'est Kapi Teotek. Kapi Teotek, je vais vous demander demain matin. Hein? Alors, le nom Kapi Teotek, ça vient de ma mère, qui veut dire l'enfant qu'on entend pleurer de loin. Alors, la raison de ça, parce que quand je suis venu au monde, je n'étais pas toute formée. Mes poumons, ils n'avaient pas. Ils étaient tous collés. Alors, papa, il a tout fait ce qu'il pouvait faire. Puis un bon matin, il a entendu, chez nous, on dit un oiseau en métal, l'avion. Et puis tout de suite, papa, je ne sais pas comment il a fait pour entrer en communication à l'homme blanc. Il ne parlait pas français ni anglais et tout ça. Mais il voulait avoir l'avion pour qu'il puisse m'amener dans un hôpital à la science avec maman. Et c'était en hiver. Et quand l'avion est arrivé, la glace était gelée. Hein. Il y avait des bandes de neige aussi, puis l'avion, il sautait comme ça. Puis, à un moment donné, quand c'est le temps de partir, il dit, j'ai pas assez d'essence pour l'amener à l'hôpital. Alors, ils ont fait, je ne sais pas combien de kilomètres, il y avait des barils, l'essence, un petit peu plus loin, où les Blancs passaient régulièrement. Et puis, ils sont allés chercher, mais ils n'ont pas apporté de la bonne essence. Ils ont apporté du gaz au lieu de fuel, du gazole. Hein? Alors, le pilote d'avion, il dit, on n'a pas de choix. Ils vont mourir. Fait qu'ils ont mis le gaz dedans. Puis on est parti. Puis c'était la même réaction, l'avion. On sautait comme ça. Poum, 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 poum. Et plus qu'on savait bien, puis il a clenché. Puis en clenchant, il a frappé un autre. Puis là, le bouchon, il a sauté. Et le feu, il a pris. Alors, il est parti quand même. Il a fait le tour du lac comme ça, avec le feu, puis il a essayé de l'éteindre. Puis il est descendu, puis on a tombé au fond du lac, à l'autre bout du lac, un crash d'avion. Et papa, ils ont tout vu ça, eux autres. Ils ont dit, ils disent, ça y est, ils ont peur nos frères et sœurs. Les gens qui disaient ça.
Mais papa, il a pris ses raquettes, puis il a traversé le lac. Puis il a pris ses raquettes avec d'autres hommes, et, puis ils ont lancé de la neige dans la cabine. Dans la cabine. Il a fini par s'éteindre. Avec l'adrénaline de papa, pouf, il a arraché la porte, il a arraché le banc de maman, il a arraché le banc de la femme qui était passée. Il y avait une autre femme qui était enceinte. Et plus l'homme blanc, le pilote d'avion. Ils étaient tous transportés dans la forêt avec moi, maman. Et quelques secondes, l'avion a explosé. Pour ça, je dis souvent, je suis content d'être ici. Et d'être à quelque part comme tout le monde. Et alors, depuis ce temps-là, mon père, c'est un homme médecin, il dit, je donne tout à mon fils. Alors, il a emmené maman et la femme et le pilote dans la tente, puis il y a eu des soins, puis moi, j'avais un soin dans la forêt avec papa. Et papa, m'avait dit, tu n'étais déjà plus là. Tu étais déjà toute bleue. Mais il dit, quand on croit quelque chose, il dit, ça se peut, que ça arrive. Alors, chez nous, on se prépare toujours, quand un enfant meurt, c'est tout de suite incinérer l'enfant. Alors, il était prêt à m'incinérer en même temps. Mais il a dit, on va y aller jusqu'au bout avec le petit. Et au lever du soleil, il a entendu pleurer un enfant. C'était moi. Et chez nous, à l'hôpital, ils ont des bébés dans les boîtes, là, ça, ces trucs-là. La couveuse, oui. Mais nous, on n'a pas. Et alors, il m'avait mis tout de suite une belle pierre entourée. Alors, j'ai eu ma chance de revivre, de revenir. Et mes deux poumons, ils sont ouverts. Alors, depuis ça, là, je pleure. Quoi que ce soit, je pleure. Quand je suis heureux, je pleure. Et alors, on s'amuse beaucoup à la maison avec ça parce que mes sœurs, elles disent, tu sais, tu n'es plus comme avant. Il dit, pourquoi? Mais il dit, avant, tu étais vraiment capi, tu étais qu'un enfant qu'on entend pleurer de loin, c'était beau. Puis aujourd'hui, maintenant, on entend parler l'enfant qui chiale. Chialer? Comment? Râler. Râler. On entend râler de loin. Mais c'était ma plus belle vie. Dans la forêt. Je suis venu moi dans la forêt et c'était la plus belle vie de vivre avec les animaux. Je ne vis pas avec mes parents. Je vivais avec les animaux. Alors, on avait toute la chance de... Moi, je suivais mes frères. Puis quand j'ai vu, il dit, tu vas là? Il dit, ouais, c'était des amis, c'était des ours noirs. Alors j'ai cohabité avec eux. Ça m'a pris du temps à m'accepter, surtout la maman. Les enfants, pas de problème. Nous, on s'amusait avec les enfants. Mais maman, il n'avait pas trop confiance. Puis j'avais ma place, un arbre couché au pied d'un arbre et les autres de l'autre côté. Puis un bon matin, je sentais quelque chose bouger dans mon dos. C'était un petit ourson. Et c'est là que maman, il m'a accepté aussi. Je pouvais dormir avec elle aussi. Alors, quand je revenais chez moi, ça prenait 4-5 jours pour maman me lever. Puis moi, je disais, maman, elle dit, enlève pas tout. Elle dit, l'odeur de l'animal, il va disparaître. Alors, c'est un jeu d'enfant. Et puis c'est comme ça aussi que chez nous. Qui a des animaux ici? Levez la main qui ont des animaux. Alors, quand on était enfant, on donnait à les animaux toutes les confidences. Hein? C'était comme ça chez nous aussi. Alors, quand j'avais de la peine, j'allais voir mon petit ours. Et je donnais tout à mon petit ours. Et après ça, il partait. Alors, aujourd'hui, je suis devenu un professeur. À un moment donné, il y a à peu près peut-être 12 ans. Ah, les gens, ils venaient me voir.
Et maintenant, là, on voit les chats, les petits chiens dans les hôpitaux, dans les personnes âgées, tout ça. Ça s'appelle le zoothérapie aujourd'hui. C'est vraiment... tout est relié. Et je trouve ça bon des fois quand un Blanc me dise « Ah, on est rendu là, nous, dans la science. » Et je dis « Parle-moi. » Et je veux parler juste les pieds. Parce que nous, on a des mocassins. Tous les jours, on a des mocassins. Papa, il nous mettait des mocassins, maman, allez, on se promenait. Puis là, ça filait bien, là, même à la fin de la journée. Aujourd'hui, vous appelez ça la réflexologie. Hein? La science. Et pour moi, j'ai tout découvert ça. Et quand j'étais jeune, puis avec les Blancs, je vais plus me rentrer dans la... Comment je vais pouvoir présenter ça? Hein? Alors, je suis bien avec les spécialistes avec moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très, très curieux. Et 7 ans, jusqu'à 7 ans et demi, j'ai vécu cette belle vie-là. Toujours avec maman. Imagine, maman, 18 enfants. T'sais. Il y a 2 tipis, l'un à côté de l'autre. Et les plus chialeux, les enfants qui pleurent tout le temps, c'était toujours avec papa et maman. Moi, j'étais toujours à l'extérieur. Et alors, en 1952, c'est là que ça a commencé. Et là, je vais rentrer plus dans la noirceur. Puis, je ne veux pas que vous soyez coupable de ce que je vais dire. La vérité sort de la bouche d'un enfant. J'étais enfant. J'ai tout vu. Et j'ai vécu tout ce qui s'est passé. Et j'étais dans la forêt avec papa et maman, grand-mère et grand-père. Et une journée, il y a un oiseau en métal qui arrive. Ce n'était pas pour sauver un enfant. C'est pour enlever les enfants. Alors, ils sont venus en 1952 pour dire à nos parents que c'est terminé, qu'ils ne pouvaient plus vivre non plus dans la forêt, qu'ils étaient obligés de sortir de la forêt, aller vivre dans la ville. Et la raison pourquoi on a signé des traités pour ça. Personne ne pouvait lire en français ni anglais. Et il y avait un représentant du gouvernement fédéral et aussi provincial et gendarmerie royale et aussi les missionnaires, les Oublats. Et ça commençait là. C'était marqué comme de quoi qu'on était des peuples nuisibles dans la forêt au niveau économique et tout ça. Alors, la conséquence de tout ça, c'est la suite de ça. Il y a eu, ça a développé entre nous des maladies, des diabétiques. Et beaucoup, peut-être, je peux dire, 80% des Autochtones diabétiques au Canada. Et tous les systèmes de la nutrition, le métabolisme, ne fonctionnaient plus. Et alors, on est devenu gras. Et alors, il faut faire attention maintenant. Et grâce à encore tout ce qu'on a appris à côté le médical, la santé que le Blanc apporte. Et c'est un échange de l'histoire, en fin de compte, avec la santé chez nous. Et quand les Blancs sont arrivés dans le 1700, dans les années 1700, il y a eu... les Blancs sont arrivés avec plein de maladies dans le bateau. Et c'est les Indiens qui ont soigné. C'est-à-dire, c'est les Indiens qui ont guidé les Blancs. Ils ont présenté les arbres importants chez nous.
le sapin et l'épinette. Ils avaient toute la scorbut. Scorbut. Et c'est avec ça qu'ils ont soigné. Aujourd'hui, c'est l'autre côté maintenant de la médecine qui arrive. Alors, nous travaillons tous encore ensemble. Alors, en 1954, après la construction de la fameuse la loi sur les sauvages, vous étiez inclus à l'intérieur aussi de cette loi-là. On n'avait pas le droit de se communiquer entre nous. Alors, nous, dans ma génération, en 1954, c'était la catastrophe dans ma vie que j'oublierai jamais et que je dois vivre pour le restant de ma vie avec ça. Déracinement total de nos parents. Et j'ai pas revu maman après. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent encore aujourd'hui quand je parle de ça. Et des fois, j'ai une petite colère en travers de tout ça. Mais tout de suite après, ça se place. Et alors, cet déracinement-là, qui nous ont flanqués dans une grosse bâtisse comme celui-ci. Et ça s'appelait le pensionnat de petits sauvages. Et j'ai touché l'histoire et j'ai fouillé dans l'histoire aussi, parce que quand tu es jeune, tu oublies des fois. J'ai tout retrouvé les documents. C'était très médiatisé dans le temps 1952 pour enseigner les petits sauvages, pour qu'ils deviennent des petits blancs. Alors, c'était pas tout. Et quand on est arrivé là, moi, j'avais des beaux cheveux longs. Puis, j'avais aussi un beau costume que ma mère m'avait fabriqué et tout, des mocassins, tout. Mes soeurs, mes frères, on était 6 quand on s'est fait enlever de nos parents. Et qu'on était flanqués après dans l'école de petits sauvages. Et c'est là, quand j'ai rentré là, ils nous forçaient de rentrer. Et déjà là, il n'y avait aucun respect envers les enfants, que moi j'ai connu le respect avec papa et maman, que j'ai connu aussi l'amour avec papa et maman. Et tout de suite après ça, après d'avoir perdu de vêtements, ils nous ont rasé la tête. Au complet. Ça fait mal beaucoup, ça. Perdre tes cheveux. Et on ne se connaissait plus. On ne se parlait plus. On n'avait pas le droit de parler notre langue. À chaque fois qu'on parlait notre langue, on se faisait attraper par le missionnaire ou par une religieuse. Et il nous disait toujours, on ne comprenait pas ce qu'il disait. On a fini par comprendre que parce que si on utilisait notre langue, il nous coupait notre langue. Et alors, ça reste dans la mémoire. Et pour ça, je suis content quand je vous ai dit merci de me prêter votre langue. Et je peux communiquer avec vous. Et c'est un beau cadeau. Et qu'est-ce que je n'ai pas appris à l'école de cette geste-là que les gens m'ont fait en moi pour prêter leur langue. Et après ça, c'est plus cruel que ça encore. C'est des douches communautaires. Après ça, c'est des viols. Nous étions 500 enfants dans la même journée qu'on s'est fait violer, tous au niveau sexuellement. Et ça, pour moi, ça a duré pendant 6 ans. Et être enfermé dans les placards. Et quand il nous disait toujours, tu as fait quelque chose de pas normal, tu n'es pas correct, tu n'iras pas au ciel. Et la punition, c'est, il nous faisait passer un film, les Allemands, la guerre, japonais, tout ce qui est la guerre, de tuerie, tout ça. Puis il nous disait après, si tu n'es pas gentil, tu vas être comme eux.
Tu vas tuer du monde. Alors, on ne voulait pas ça. On était à 100% à l'écoute à un moment donné, ces gens-là. Et j'ai grandi avec la violence. Ça ne paraît pas, hein? J'ai grandi avec la violence. J'attendais parler de mon frère Jean-Paul hier. Il est tombé dans l'alcool, lui aussi. Et moi aussi, j'ai tombé dans l'alcool. J'ai bu. Puis je suis content de prendre aujourd'hui mon tambour puis chanter parce que j'ai arrêté 20 ans de ne pas toucher ça. Et je buvais. Et quand je buvais, je me sentais là un homme. Le mensonge, 2 personnalités, un malade, l'autre qui se cache. Alors, j'ai joué cette comédie-là, moi. J'ai joué ça. Et ça ne m'a pas aidé. Mais à l'école, au passionnat, c'était toujours dans la peur. On ne dormait pas avant minuit. On attendait que les pas du missionnaire, quand ce n'est pas le missionnaire, c'est une religieuse. Et c'est eux qui m'ont violé les premières, les 3 religieuses. Et j'ai eu beaucoup de misère après avec ma mère. Et on m'a appris à ne pas aimer. Et comment vous voulez aimer les autres? Et je disais à ma mère, je sais maintenant qui tu es. Tu violes les enfants, toi aussi. Alors, c'était la parole d'un enfant agressif, un enfant qui avait besoin d'aide aussi. Tous les matins, on criait, chacun à l'intérieur de nous, « Help me, aidez-moi ». Personne, c'était fermé. Aucun blanc qui pouvait rentrer dans cette école-là sans autorisation, ni nos parents, nos frères et sœurs. C'était fermé. C'est un nid de pédophiles. Et grandir dedans, on devient comme un homme agressif. Et c'était tellement beau à chaque fois quand j'allais à messe, attendre le curé qui disait « Soyez comme le Seigneur, juste et bon ». Et là, dans ma tête, moi, il n'y a pas de tambour à l'église. Il n'y a pas de calumet à l'église, il n'y a pas de ferrure, des plumes, il n'y en a pas. Et la seule chose qui est reliée à moi, c'est les trucs là qui font la fumée là. Hein? C'est ça. On en fait nous autres aussi, ça. J'ai dit, wow, peut-être papa il est passé ici avant. Alors, tout l'enfant qui parle, c'est l'enfant. Et à un moment donné, à l'église, ça faisait 5 ans que j'écoutais le même sermon. Et il y avait le diable. Puis de l'autre côté, il y avait le bon Dieu. L'image. Les images. Et je me suis levé. J'ai dit, quoi qu'il m'arrive, j'ai quelque chose à dire là-dedans, il faut que ça sorte. Puis je me suis levé, j'ai dit, excusez-moi. Depuis que vous parlez depuis plusieurs minutes, là, que vous parlez du diable et le bon Dieu. Il dit, je ne comprends pas votre histoire. Vous dites qu'il est invisible, qu'on ne verra jamais. Qui a pris la photo? Et qui a pris la photo du Dieu? Lui, je le crois parce que mon grand-père il ressemble à ça, la barbe blanche, c'est un sage. L'autre, je ne connais pas. Alors, ils m'ont sorti de là, agressif. Et aujourd'hui, je suis handicapé, ça ne paraît pas. J'ai une oreille, et puis là, il m'a pris l'oreille, puis il m'a pris par l'oreille, puis il m'a sorti de la chapelle, puis
puis il m'a mis à genoux. Après ça, dans le placard. Alors, j'étais dans le placard plusieurs minutes. Quand ils l'ont ouvert, je ne veux plus rien. Pouf! Écrasé. Alors ça, on a passé souvent ça. Et il allait chercher un autre enfant là, pour qu'il me surveille quand est-ce que je vais être de retour. Par connaissance. Et puis, on faisait n'importe quoi pour réveiller l'autre. Et alors, à chaque fois, des abus comme ça, et il y avait des récompenses aussi. Il y avait des récompenses aussi. Alors, tout ce que j'ai fait là, j'ai copié. J'ai dit, pourquoi que je ne ferais pas comme eux? Ils m'ont enseigné l'Évangile. Le petit garçon qui parle là, en crise. Là, hein? J'ai dit, pourquoi qu'il me parle de l'Évangile, que le Christ, pour moi, je le voyais comme un guerrier. Et ces 12 apôtres, je voyais ses protecteurs dans ma tête. Hein? Et puis je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai créé le groupe d'hommes. On est rendu 14 ans, là, costaud. Hein? Ils ne pouvaient pas nous dénoncer à la police parce qu'on est devenu tellement agressif. Tellement agressif. J'ai perdu un de mes amis qui est décédé, ça fait 3 semaines. Je le remercie parce que c'est lui qui m'a montré comment se défendre physiquement face à un danger. Alors, j'ai vu ce gars-là se faire battre par 2 missionnaires avec des bâtons de hockey, puis ils ont pris chacun de chaque côté, puis ils ont cassé devant le curé. Il dit, ça c'est pour toi, le reste, il dit, c'est à moi. On va se revoir une autre journée. Chacun son bâton. Ça s'est calmé, ça. Il ne pouvait pas appeler la police. Parce qu'il avait peur qu'on dévoile tout et tout ça. Et puis ça continue. Et j'étais rendu comme un guerrier, là. Puis j'avais mes 12 apôtres qui me protégeaient. Puis je réunissais les 12 apôtres. Je disais, bon, on se disait ensemble, on prenait des décisions ensemble. La prochaine missionnaire ou une religieuse qui va violer un enfant, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Alors, c'est ça qui est arrivé. À chaque fois qu'il y avait un viol, on voyait l'enfant écrasé dans un coin qui pleure. J'ai dit, allez voir, c'est qui? Que ce soit une religieuse, ou un frère, ou un curé. On l'attendait sur l'heure de lunch, de déjeuner que vous dites. Et quand que tout le monde était là, on savait que les religieuses sont toutes dans leur salon, mais vitré. De l'autre côté, c'était des frères, des curés. Aussi, il y a un salon vitré, parce qu'ils nous regardaient si ça allait bien. Alors, quand ils étaient, la porte était fermée, il n'y avait pas d'autre porte. On rentrait les 12. On allait chercher le violeur. On l'amenait dans la salle, puis on le déshabillait, puis on le mettait dans la poubelle. On mettait dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait le sirop à la mélasse et les têtes d'oreiller et les plumes. Alors, on le laissait là comme ça. Il n'avait pas le droit de s'élever. Aussitôt qu'il se débattait, c'est nous, on allait régler son compte. Alors, ça est devenu tellement violent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on arrête ça. Et ça a tout modéré, la violence, même des religieuses, des curés, et tout le monde. Et à un moment donné, ça a recommencé. Et c'est là que je me dis, cette fois-ci, on va aller plus loin que ça encore. C'est moi qui vais prendre la décision. C'est moi qui vais être puni. C'est moi qui donne la vie pour vous. Et je me suis organisé, je me suis sauvé de l'école. Et on m'a été attrapé, ça n'a pas été long.
On m'a ramené à l'école et là, je ne mangeais une qu'on dit, toute une. Et faisait frapper physiquement et tout ce qu'il pouvait faire. Et puis moi, j'en ai vu plein d'affaires avant. C'était il y a les trucs là, pour serrer le bâton, là, pour, ça s'appelle un étau. Un étau. Ça existait. C'était gros. Entre le fer, il y avait mis des caoutchoucs, ça d'épais. Puis, il nous mettait la main dedans. Puis, il tournait. Jusqu'à temps qu'on dise « Oui, je l'ai fait ». Même si tu ne l'as pas fait, il faut que tu le dises. Alors, si tu ne disais pas, on tombait connaissance parce qu'on assistait cette martyre de l'enfant. Et l'enfant, quand il avait les ongles sautés, le sang et là, on tombait nous aussi. Et alors, on faisait attention à l'avenir. C'était tout par la violence, toujours par la peur, la peur. Et après ça, il nous envoyait en confesse. On ne disait rien. Et c'est pour ça que j'étais confus quand je suis arrivé ici, quand il m'avait parlé. Il dit, est-ce que tu pourrais venir une journée de pardon? Ouf! J'ai dit, parce que ça n'existe pas chez nous, le pardon. Il n'y a pas de mot pour ça, pardonner quelqu'un. C'est l'accepter comme il est. Alors, c'est m'accepter comme je suis. Et alors, j'ai beaucoup travaillé à la suite de toute cette violence-là. Et quand j'ai décidé de faire aller jusqu'au bout, c'est d'aller tuer le curé. Et on veut sortir de là. Et puis j'avais dit, tous mes amis, mes 12 apôtres, vous ne faites rien. C'est moi qui vais aller devant. Et quand ils m'ont emmené à l'école, tout de suite, ils m'ont emmené dans la salle de martyrs qu'on appelle. On connaît tout le grosseur des ceintures, tout ça de trucs là-dedans accrochés au mur. Il m'a demandé, le frère, il dit, quelle grosseur vous voulez que je vous donne? Je n'ai pas dit un mot. La seule chose dans ma tête que je me disais, je dis, c'est lui ou moi. Je suis rendu là. Et alors, je n'ai pas dit un mot. Et c'est une chambre noire. Et la chambre, il y avait une petite lumière dark et fluorescent, noire. On voyait juste une petite silhouette. Là, je regardais, je le fixais, puis j'avais tout regardé la grosseur, puis j'avais vu aussi qu'il y avait un bâton baseball, là. Il dit, ça, c'est mon arme. Bâton. Et c'était ça dans ma tête. Il dit, s'il bouge, je le prends, puis je le frappe. Et s'il va plus vite que moi, c'est moi qui vais être à terre. Et j'avais dit à mes 12 apôtres, à l'extérieur, je vais sortir d'ici, moi. Et ils m'attendaient tout. Et quand j'ai vu que le missionnaire a commencé à bouger, j'ai pris tout de suite le bâton, puis j'ai frappé. Paf! C'est comme si la tête est partie. Je l'ai eu tout de suite. Et j'ai 13 ans, là. Puis la force que j'avais là-dedans, avec la colère et tout ça, et j'ai fessé, puis j'ai fessé, puis j'ai fessé, puis j'ai fessé, puis à un moment donné, j'ai arrivé dans une tank à eau chaude, un réservoir. Et avec ce truc-là, la vibration de mon bâton, ça m'a ramené. Et j'ai lâché mon bâton. Et j'ai cherché la porte, puis quand je l'ai ouvert, la porte, tout le monde était là. Puis tout le monde criait. Puis j'ai pris le curé qui était à terre, le frère, c'est-à-dire, puis je l'ai traîné jusqu'à là-bas devant mes guerriers. Et je me suis assis, puis j'ai vu le sang qui le suivait. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait
quelque chose de très, très, très mal. Et, ma mère a 18 enfants. Puis ma mère, elle nous a toujours enseigné ce qu'on appelle les serviettes hygiéniques, la médecine des femmes. Et j'ai appris ça très, très jeune. Et c'est ça que je voyais plus, le sang de ma mère. Et puis là, je l'ai pris sa tête sur mes cuisses. Puis j'ai dit, ça va. Et il ne parlait pas. Puis je l'ai tué. Et là, les religieuses, ils sont venus, ils ont pris, ils l'ont monté à l'infirmerie. Et elle est revenue, il m'appelle, parce que quand j'ai rentré à l'école, j'ai perdu mon nom Kapiteotek. Quand j'étais baptisé, ils m'ont donné mon autre nom. On m'appelait Dominic Rankin. Et quand j'ai rentré à l'école, ils m'ont enlevé mon nom Dominic Rankin. Je portais mon nom 47. C'était mon nom. Alors, quand la religieuse est arrivée, il a dit 47. Je dis oui. On était tellement habitués. Je dis oui, c'est moi. Il dit il va bien. Ah, il dit Miigwech. Miigwech, je parlais en indien, ça veut dire merci. Miigwech. Et là, quelques secondes après, quelques minutes après, les uniformes qui arrivent, les policiers. Moi, je regarde les autres et dis on va sortir d'ici. On va sortir d'ici. Fait qu'on arrive dans un palais de justice. OK. Palais de justice, en algonquin, c'est 6 minutes. Et, j'ai tout mon conseiller ici. Et c'est ça. Et je suis arrivé au palais de justice et ils m'ont dit, c'est-à-dire à l'autre bout de la salle, un blanc qui sort avec son truc. En arrière, c'est lui que j'avais peur de plus, c'était mon père, mon papa. Ça s'en vient, ça. Puis on était tous là, nous aussi. Et le juge, il dit, vous savez, qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez pourquoi vous êtes ici? Je dis oui. Oui, on parle français. Oui. Il dit, c'est moi le coupable. Et mon père, il avait dit aussi, c'est Kapiteotek qui a tout. Et le juge, il est resté bloqué. Puis il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on est rendu au bout. On se fait violer tous les jours. On se fait battre tous les jours. En ce moment ici, il y en a encore des enfants qui sont en train de se faire violer là, par des religieuses, des curés, des frères et tout ça. C'est la raison pourquoi on est ici. Personne ne veut nous aider. Et ils sont tous partis. Quelques minutes plus tard, ils sont tous revenus. Il a dit à mon père, il dit, dis à les enfants qu'ils ne retourneront plus à l'école. Ils vont tous retourner chez eux. Et tout le monde était content, mais on n'était plus 12, là. J'avais 14 apôtres. J'ai gagné 2 autres de plus. Mais cette délivrance, ça nous a amenés dans un autre face-à-face au niveau du racisme, racial. Mais ça n'a pas été long. C'est parce qu'on est arrivé dans une école publique, là. Et puis nous, on était 14 dans le coin, puis on ne bougeait pas, puis on regardait les Blancs, puis à un moment donné, oups, une gang d'hommes qui s'en vient, des hommes. Il y en a un qui s'appelle Gilles Allard. Je n'oublierai jamais cet homme-là. C'est le premier Blanc que j'ai parlé quand j'ai sorti de l'école. Puis je le voyais avec une chaîne qui allait en arrière dans sa poche. Et j'ai regardé, c'est une portefeuille accrochée après. Et il me dit, c'est vous les sauvages? Et il dit, non, c'est vous les sauvages. Alors, à l'école, chez nous, on a appris que c'est vous autres les sauvages.
Puis il disait, ne parlez pas des sauvages. Eux autres, ils s'en vont en enfer. Il dit, vous autres, vous allez au ciel. Ça, c'était toujours comme ça. Alors, ça n'a pas été long qu'entre nous, les jeunes, qui se rencontrent, et on est devenus de bons amis. Et après ça, ma mère, qui a 18 enfants, hein, ma mère, oui, il m'a donné 3 minutes. Ma mère, elle me fait beaucoup de cuisine. Puis j'ai invité tous mes amis des Blancs. Il dit, maman, il dit, t'as beaucoup de nourriture? Elle dit, oui. Il dit, j'emmène plein d'amis. Il dit, c'est des Blancs. Maman, elle dit, non, 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 non. Il dit, elle ne rentre pas ici, les autres. Non, non. Il dit, maman, il nous protégeait maintenant. Parce que il voulait pas, le missionnaire ne voulait pas qu'on se parle entre nous. Il dit, si les missionnaires savent que tu es rentré ici, les Blancs, il dit, vous allez être punis encore. Puis, on ne veut plus de ça. Alors, ça a été longtemps comme ça. Avec toutes les blessures après le passionnat, là, on a commencé à parler le pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon, qu'est-ce que c'est, pardon? Alors, papa, il ne me voyait plus avec les tambours, il ne me voyait plus avec... je ne les accompagnais plus. Pour moi, c'était des mauvais esprits. Et papa m'a donné... je suis content que mon père m'a joué un tour. Puis, il m'a emmené dans la forêt. Il dit, on s'en va, juste nous deux, à chasse, à trappe, tout. C'était ma vie. Puis là, j'arrive, puis c'était plus ça du tout. Il y avait on part en bateau, loin, 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 loin. Puis on arrive, il y avait un ponton, que vous appelez, vous autres, un ponton, les autres, on appelle ça un quai. Un quai. Il y avait plein de monde. On s'en va direct là, puis papa, puis le grand-père, il parlait entre eux autres. Il dit, Mina, capite otak capinodis. Il dit, c'est lui, capite otak. Mon père, il dit, oui, oui, c'est lui. Mais il avait organisé quelque chose spécialement pour moi, pour ma guérison. Je ne sais pas si vous connaissez le sweat lodge, la tente de sudation. Chez nous, on appelle ça madado. Madado. Et papa me dit, vas-y, il tend la main. Fait qu'il me tend la main, le grand-père, puis je tiens. Puis là, on part. Il met sa main sur mon épaule. Je l'ai poussé. Je pensais que c'était un missionnaire. Puis je sortais de la violence. Et il dit, oh, il dit, mon père, il dit, il n'est pas prêt. Puis, alors, quand ils m'ont emmené dans la forêt, j'ai vu, il y avait 4 tipis. Puis il y avait des grands-mères qui se promenaient, des enfants qui se promenaient. Je dis, puis où est-ce qu'on s'en va? Il dit, on s'en va où? Je n'avais aucune idée. On passe tout droit, les tipis. On arrive à l'autre bout, il y avait 4 des tentes de sudation. Vous avez, est-ce que vous voyez en arrière, c'est ma poitrine? C'est ça qui m'a sauvé la vie. Et ça, je le porte tous les jours. Je l'ai porté hier, puis je le porte encore. Alors, ça s'appelle le cercle de guérison, le cercle de pardon, si vous voulez. Et c'est là que j'ai rentré dans cette direction-là, la couleur jaune. On m'a parlé tout de suite la renaissance, de me renaître et de me retrouver, de trouver ma nouvelle vision. Et alors ça, je me souvenais, tous ces trucs-là, parce que je l'avais tout oublié. Parce qu'à l'âge de 7 ans et demi, j'étais là, à un moment donné, avec papa, dans une tente de sudation. C'est lui qui guidait. Alors ça, c'est revenu, ça, pendant que j'étais là. Et l'autre couleur rouge, qu'est-ce que j'avais perdu aussi pendant la violence? Le respect de moi-même, de me respecter. Et sur mon visage, il y a une couleur noire que j'ai mis pour vous parler de ça. C'est la direction ouest. C'est là la direction la plus importante de se réconcilier.
de pardonner. Là, j'ai compris le pardon depuis que je suis ici. Et moi, qui avais le jugement, j'ai eu beaucoup de jugements. J'ai eu beaucoup, beaucoup de jugements, même envers mes parents, même envers mes soeurs, mes frères et tout. Alors, cette direction-là, croyez-moi, j'ai vraiment passé très, très, très juste à laisser tomber tout. Quand le grand-père m'a dit, si tu laisses tomber tout, là, parce que tu n'es pas là, il faut que tu sois là, dans cette direction-là, dans la réconciliation, dans l'acceptation et dans le pardon. J'ai passé, je n'ai pas sorti, mais croyez-moi, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai roulé à terre, j'ai tout fait. Et j'avais tellement mal à l'intérieur et j'en voulais cette personne-là qui était assise là, alentour de moi, parce que quand j'ai rentré, ce n'était pas comme ça. Je les ai vus tellement beaux. Ils chantaient pour moi. Ils prenaient le tambour, puis ils chantaient pour moi. Et quand c'est là, ça, j'avais tout laissé tomber. J'étais complètement tombé dans un trou quelque part. Il y a une personne qui m'a tendu la main, c'est ma mère. C'est elle qui m'a parlé beaucoup. Et de monter la côte. C'est comme si elle avait pris ma main et qui m'a remonté à la surface. Et je ne descendrai plus jamais. Je vais toujours rester à la surface. Que ce soit des blessures, que ce soit quoi, j'ai maintenant la parole de dire à quelqu'un, Kiwetan, Kiwe, qui veut dire, viens à la maison. À la maison, c'est ici, direct au cœur. C'est là la maison. Alors, le blanc, c'est la liberté, d'être libre. To be free. Je veux être libre. Et ça m'a pas... C'est pas juste un madado, un sweat-lodge qui va m'aider. J'en ai fait plusieurs. J'ai commencé à 18 ans. Puis j'ai 69 ans, puis j'en fais encore. Puis on en fait quasiment chaque semaine. Puis au début, j'ai dit, je vais aller à Madado, je vais aller maigrir. Ça ne marche pas, c'est pas vrai. Et je voudrais terminer. Oui. Je veux juste terminer pour que je sois bien encore plus. Vous savez que quand on est mal, on rentre dans la colère, on rentre dans la tristesse et on rentre aussi en noirceur. Et on veut plus que la personne nous aide. C'est au contraire. C'est au contraire, il faut ouvrir la lumière qui est fermée et à écouter les gens, et qui que ce soit. J'ai fait beaucoup de thérapie. Beaucoup de thérapie. Je suis allé jusqu'au bout de la corde, j'ai oublié de dire ça. Je voulais me suicider. Et je suis là. Et qui m'a sauvé, c'est l'arbre. Il ne voulait pas que il ne voulait pas prendre la corde. J'ai tout échappé. J'avais choisi, il était beau, puis jamais j'étais capable de lancer la chose. Je n'ai pas fait. Et miigwech à l'arbre. Merci à l'arbre. Alors, allez voir l'arbre. C'est votre ami, ça. C'est votre ami, ça. N'ayez pas peur d'aller voir. Parlez à un arbre. La connexion. L'arbre, il y a ses racines. Vous avez des racines aussi. Lâchez pas vos ancêtres. Même s'il y a eu plein d'affaires en arrière, c'est eux, ça.
C'est toi le leader aujourd'hui maintenant. C'est toi le leader. C'est toi le principal aujourd'hui. Les enfants, ils vous regardent en arrière, ils vous surveillent tous les jours, tout ce que vous faites. Les enfants, ils sont là en arrière, puis ils vont prendre ce qu'on appelle l'éducation, les enseignements de vous. Si vous faites des conneries, ils vont faire des conneries. Alors, nous sommes vraiment ciblés dans la vie partout, de tout. On est tous ciblés. Alors, le pardon que j'entends depuis que je suis arrivé ici, et à chaque... Je parle de ça aussi chez nous, de l'acceptation. Les couleurs qui sont ici, les jaunes, les asiatiques, les peuples rouges, les autochtones, le peuple noir et le peuple blanc. Vous êtes là. Et tout ce beau monde-là, je les ai jugés aussi. C'est le moment de vous dire, pardonnez-moi de vous juger. C'est bien. Kiwetan, qui veut dire retournons chacun à l'intérieur de nous. Keep